et on va pouvoir commencer avec la personne de François Flavin. Il ne pourra pas être avec nous, alors Pascal Bozonnet nous fait l'amitié de lire le texte qu'il nous a préparé. Pour vous situer, François Flavin, il était déjà là il y a 2 ans, il témoignait il y a 2 ans. Il est ancien capitaine de police, il est père aidant, il est devenu romancier surtout, il écrit tous les jours. Voilà, François Flavin, lu par Pascal Bozonnet. Merci Pascal. Alors, l'ambivalence du soin entre psychiatrie et connaissance de soi. Il y a une petite phrase de Henri Ey, E-Y. Toute théorie des troubles mentaux qui risquerait d'écarter des connaissances de la science de l'anthropologie psychiatrique, tous les faits que les psychanalystes ont, grâce à Freud, découverts, seraient tout simplement dérisoires. Il y a dans le geste de soigner une contradiction originelle, presque un drame. Soigner, c'est à la fois vouloir réparer et comprendre, rétablir l'équilibre d'un être et sonder le mystère de son désordre. Mais entre ces deux visées, la modernité a creusé un fossé. La psychiatrie, armée de ses protocoles, de ses molécules et de ses statistiques, prétend penser les blessures du psychisme en modifiant la chimie du cerveau. Le soin devient alors une opération mécanique, presque chirurgicale, où la subjectivité du malade se réduit à un faisceau de synapses mal connectées. Ce que l'on soigne, c'est la fonction. Ce que l'on oublie, c'est le sens. Or, l'homme n'est pas un mécanisme déréglé que l'on démonte et remonte à la manière d'une horloge. Comme le savait déjà Montaigne, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et cette condition ne se laisse pas réduire à un dérèglement biochimique. Dans la clinique contemporaine, le soin s'est ainsi mué en neutralisation du symptôme, de la douleur, mais aussi du sujet lui-même. On éteint les voix, on apaise les angoisses, on suspend la crise, mais l'on tait. En même temps, la question fondamentale, qui suis-je à travers ce mal qui me ronge ? La psychiatrie soigne sans comprendre, tandis que la connaissance de soi cherche à comprendre sans toujours soigner. C'est là toute l'ambivalence du soin, entre le besoin vital de guérison et le désir existentiel de vérité. L'homme moderne, arraché à lui-même par la vitesse et la technique, oscille entre ces deux exigences. Sartre l'avait entrevu, la liberté pour être authentique suppose de se choisir, mais comment se choisir lorsque le corps et l'esprit semblent se dissocier, lorsque la souffrance s'impose comme une fatalité biologique ? La liberté sartrienne, conquise par la conscience lucide, se heurte ici à une réalité qui la dépasse, le poids de la matière, de l'inconscient, du destin. Le malade, contraint par ses obsessions, ses angoisses ou sa mélancolie, découvre qu'il ne peut vouloir ce qu'il veut. Comme l'écrit Flaubert dans une lettre à Louise Collet, on ne guérit pas de soi-même. Cette impuissance intime n'est pas seulement une pathologie, elle est le signe d'un déchirement constitutif de l'être humain, partagé entre le vouloir et le subir, entre la raison et l'abîme. Pour Jung, la guérison véritable ne consiste pas à effacer le symptôme, mais à reconnaître ce qu'il veut dire. Le symptôme, loin d'être une erreur, est un langage. Il est le cri du moi profond que la conscience refuse d'entendre. À cet égard, l'analyse n'est pas un traitement, mais une traversée, une descente vers ce que Freud appelait le roc du refoulé, là où gît l'histoire cachée du sujet. Se connaître, c'est affronter cette part d'ombre. Et ce face-à-face qu'on nomme individuation chez Jung, libération chez Freud ou conversion chez Kierkegaard est toujours périlleux. Car il exige que l'on cesse de se prendre pour ce que l'on croit être. Mais la société moderne, avide d'efficacité et d'immédiateté, supporte mal ce lent travail intérieur. Elle préfère le soulagement à la compréhension, le silence à la parole. Le médicament, figure contemporaine du baume miraculeux, promet la réconciliation sans effort. Il apaise sans exiger de sens. Il y a dans cette promesse quelque chose de faustien,
L'homme vend son intériorité à la chimie pour un peu de paix. Pourtant, comme le savait déjà Cioran, le malheur est la seule donnée dont nous ne puissions abuser sans périr. Le supprimer entièrement, c'est risquer d'abolir l'expérience même de soi. Le soin, dès lors, devient un espace de tension entre deux anthropologies, celle du cerveau et celle de l'âme. La première conçoit l'homme comme un organisme régulé, la seconde comme un être en quête de sens. Entre elles, le sujet souffrant vacille. Sylvia Plath, dans The Bell Jar, décrit cette oscillation tragique entre la lucidité poétique et la folie, entre la conscience aiguë du mal-être et la tentation du néant. Chez elle, comme chez tant d'autres, la maladie n'est pas seulement une altération du réel, mais une manière extrême de le percevoir. Ainsi, soigner ne devrait pas signifier réduire au normal, mais ouvrir à l'humain. L'anthropologie de Lévi-Strauss, Amos, nous rappelle que la maladie est aussi un phénomène symbolique inscrit dans une culture, une histoire, une parole. Le soin n'a de sens qu'à condition d'y introduire cette dimension symbolique. Comprendre le trouble comme une manière, parfois déformée mais sincère, de dire le monde. Au fond, la question de soin rejoint celle plus universelle de la connaissance de soi. Elle n'est pas qu'affaire de psychisme, mais de vérité. Dans la rencontre entre le patient et le thérapeute se rejoue la dialectique du maître et de l'esclave hégélienne. Chacun apprend à l'autre, chacun devient le miroir de l'autre. Le médecin croit guérir, mais il est aussi transformé par le regard de celui qu'il soigne. L'ambivalence du soin, c'est donc cela. L'impossibilité de séparer la guérison du sens, le corps de l'esprit, le biologique du symbolique. Soigner, c'est apprendre à se connaître, et se connaître, c'est déjà, en un sens, commencer à guérir. Dans cette tension peut-être insurmontable réside toute la noblesse du soin, celle d'un acte qui, malgré sa science, reste profondément humain, c'est-à-dire fragile, incertain et plein d'amour. La psychiatrie contemporaine traverse une crise. En cherchant à ne s'appuyer que sur le discours scientifique et en réduisant la pensée au seul fonctionnement cérébral, elle se restreint à n'être plus qu'une branche de la médecine technologique. En excluant le sujet, elle perd ce qui faisait sa singularité et renonce à l'héritage considérable de la clinique française et allemande dont Henri Hey et Jacques Lacan furent les derniers grands représentants. La science, dans sa quête d'objectivité et de principes valables pour tous, impose une logique universelle. Qu'elle recourt aux médicaments, dont l'efficacité est atteignable grâce aux avancées de la neurobiologie, ou à la parole dans une approche cognitive et comportementale, elle se heurte néanmoins à l'irréductibilité du symptôme. C'est précisément à ce point que la psychanalyse prend le relais. Elle met en lumière la valeur paradoxalement positive du symptôme, compris entre une défense singulière face à un réel insupportable. Seule une approche au cas par cas, offrant au sujet la possibilité de parler dans un cadre rigoureux et depuis une place définie, permet de remanier cette défense et d'en atténuer les effets destructeurs. Je terminerai ce propos par deux phrases du psychiatre et neurologue Viktor Frankl, inventeur de la logothérapie, et une autre de Jung. Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung.